Pourquoi apprendre à lire et écrire à des gens qui meurent de faim? Précisément, ça c'est la vision de Paulo Freire. C'est précisément qu'ils meurent de faim parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'éduquer. L'alphabétisme de Paulo Freire, c'est bien plus que l'alphabétisation. Que nous, les nantis, nous pensons toujours que c'est l'éducation qui doit avoir les pays en développement, ceux qui sont aujourd'hui les exclus de cet accès à l'éducation, que c'est un droit fondamental. Paulo Freire, c'est à la fois un grand pédagogue, connu internationalement, probablement un de ceux qui est le plus connu de par le monde. C'est un homme politique de premier plan aussi, un de ceux qui va incarner le mieux la résistance à la dictature en Amérique du Sud. Il est né en 1921 à Recife. Après une formation de droit, il passe un doctorat en éducation et puis très vite se spécialise dans l'alphabétisation des adultes. Après quelques expériences qui ont eu une répercussion nationale, j'ai été convié à coordonner une campagne nationale d'alphabétisation sous le gouvernement João Goulart en 1963. Survient alors le coup d'État et je n'hésite pas à dire qu'une des raisons de nature idéologique et politique du coup d'État a été précisément ce que le mouvement d'alphabétisation des adultes proposait et faisait dans le corps général d'une présence populaire. Après le coup d'État de 1964, la dictature s'installe au Brésil et Freire part en exil. Il va alors arpenter le monde entier en menant de front ses activités universitaires et ses expériences d'alphabétisation, notamment dans les pays d'Afrique. En 1985, avec le retour de la démocratie au Brésil, il devient secrétaire national de l'éducation à Sao Paulo. Il meurt en pleine renommée en 1997. Il était tellement attentif aux éducateurs les plus humbles des petits villages. Moi, je pense que c'est, si vous voulez, un peu contradiction, parce qu'il était vu comme un géant de la pédagogie. Il apparaissait toujours en vous disant, dites-moi, écoutez, je souhaiterais que vous savez, de connaître votre expérience. C'est être à l'écoute des autres. Paulo Freire est à la fois quelqu'un très imprégné d'un certain christianisme, mais c'est aussi un homme très profondément imprégné de marxisme et qui est très attentif aux rapports de domination. Et pour lui, parmi les rapports de domination les plus aliénants, il y a la langue. Être privé de la langue et de la possibilité de fixer sa propre langue, être privé de la possibilité d'accéder à l'écrit, c'est intérioriser la domination, c'est se résigner ou être contraint à se résigner à demeurer un opprimé. Pédagogie des opprimés, c'est le titre du livre principal de Paulo Freire, Pédagogie pour que les opprimés puissent devenir des acteurs et sortir de leur oppression. Hier, par exemple, ici dans cette région, la situation d'oppression était principalement vue dans le rapport salarial patron-ouvrier. Aujourd'hui, il est davantage vu dans le rapport d'exclusion. Ce qui est aussi commun avec certaines régions entières d'Amérique latine ou d'Afrique. Aussi, il y a des continents entiers qui sont exclus. Les personnes qui viennent à l'Alpha viennent pour apprendre à lire et à écrire, mais aussi travaillent sur l'expression orale. Donc j'ai un paquet de photos, oui. Et je vous les passe, et vous prenez le temps de les regarder. Vous les regardez, les photos, vous les distribuez, vous les passez les uns aux autres. Vous avez un peu le temps de les regarder toutes. De regarder toutes les photos. On peut faire une tour comme ça, on va faire une... Comme on veut. On peut aussi prendre celles qui viennent devant soi. C'est vrai, quand vous avez pensé que vous avez regardé un peu plusieurs photos, peut-être pas toutes, vous en choisissez une. Alors, je vais vous proposer maintenant. On va chacun expliquer qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent devant cette photo. On peut en parler. J'ai vu, mais je vois.
Je vois les familles qui sont à table et mangent. Mon spaghetti mange. Et le mot, si je montre le mot que tu vas mettre dans la ligne? Spaghetti. Spaghetti. En un mot, tu essayes de dire cette phrase. Voilà, une fille qui cherche à se nourrir. Donc, nourrir. Nourrir. Moi, je vois sur la photo la ménage, la famille, maman, papa, leurs enfants, bien sûr. Et la petite fille, elle est à la porte, elle attend à manger, je sais pas. Et ils mangent. C'est l'heure de manger. Tu donnes un mot? Un mot aussi? Un mot. Quel mot tu donnes? Peut-être la soupe. C'est à partir de son discours, et non de mon discours, qu'ils doivent apprendre. Il part de sa situation, de sa culture, de son intelligence du monde, et non de la mienne. Elle est beaucoup triste et beaucoup faim. Je la trouve beaucoup seule. Seule. Pour moi, c'est solidão. Solidão. Solitude. Solitude. Donc c'est à la fois plus facile et plus fort de pouvoir partir de ces mots à soi pour créer du langage, écrire, lire. Et ce sont ces termes-là qui sont au point de départ, ce que nous pouvons appeler aussi des termes générateurs. Peut-être qu'ils sont pauvres, mais c'est pas grave, tous ensemble. Et ça compte, je trouve. Je donne le mot famille. Le mot famille. Oui. Le mot famille. Ce qui rendra Paulo Freire particulièrement célèbre, c'est qu'il invente une méthode qui permet en 30 heures à peu près d'accéder à la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Le formateur, l'adulte qui lui sait lire et écrire, doit d'abord s'immerger avec les personnes avec lesquelles il travaille. Ensuite, il doit identifier quelques mots, quelques expressions qui vont véritablement jouer le rôle de catalyseur, de déclencheur, des choses qui tiennent particulièrement à cœur aux personnes qui sont là, aux personnes que l'on veut alphabétiser. Mort, après le travail, famille, regarder la télé. Ces mots, on va les coder, on va les faire découvrir et puis on va élargir progressivement le cercle. On va, à partir de ces mots et par ricochet, découvrir, imaginer des histoires, découvrir, imaginer des textes. On a convaincu les gens que la culture et l'école, c'est la même chose. Donc tout ce qui n'est pas appris à l'école n'a pas d'existence. Tous les savoirs qu'on accumule, et ces savoirs immenses qu'on accumule quand on est en difficulté, quand on est dans une région en difficulté, cette expérience extraordinaire, on ne l'utilise pas, on ne vous demande pas à l'NPE quelle est cette expérience que vous avez vécue en dehors du travail. Et donc l'idée était de partir des savoirs positifs, c'est-à-dire justement leur expérience de travailleurs, de gens du Nord, mais aussi des savoirs négatifs. Le savoir être licencié, le savoir divorcer, le savoir vivre avec 3000 balles par mois, le savoir être battu si on est une femme, le savoir être... tous ces savoirs violents parfois faisaient partie des savoirs dont nous avions besoin pour construire l'atelier, faisaient partie de cette énergie nécessaire à l'atelier. Et donc on a écrit Ne crie pas, qui est un livre épouvantable, un livre très noir. Cette expérience-là, elle nous a apporté des choses, comme elle nous a amené à comprendre des choses qu'avant nous n'avions pas la subtilité de voir. Depuis 2 ans, c'est vrai que j'ai changé. J'évolue. Et puis c'est vrai que j'ai plus peur de parler. Bon, écrire, c'est bien. Dire ce qu'on a à dire, c'est formidable. Mais maintenant, j'ai appris à les dire verbalement. Puis ça, c'est pas toujours facile de le dire verbalement. Mais j'ai appris, puis j'ai plus peur. Ce désir de dire oui, j'écris parce que j'existe, oui, j'écris parce que je me donne le droit de dire des choses que je ne peux pas dire, peut-être dans la vie de tous les jours, et que je ne peux pas, d'une certaine façon, imposer dans la conversation. Je le fais par l'écriture et je le fais par beaucoup de, comment on appelle ça, de situations peut-être pas vécues, mais des situations qui font que ma pensée, ma perception, la perception des 17 personnes, du monde vers eux, de même vers le monde, deviennent pas plus réelles, mais plus justes.
à partir du moment où on change le regard que l'on a sur soi, où on change en même temps le regard que l'on a sur le monde, puisque le monde, d'un coup, on ne s'est pas contenté de l'exprimer, mais de le recréer, de le reconstruire par la fiction. On met tout par terre, en morceaux, et puis après, on reconstruit quelque chose qui est son histoire, du moins telle qu'on l'imagine. Tout à coup, on voit la personne elle-même grandir, changer, devenir différente, oser dire non, oser dire merde, oser se lancer dans la philosophie. Moi, c'est la plus grande leçon de cet atelier, c'est la leçon de philosophie, où tout à coup, je dis tout à coup parce que c'est par palier que ça se fait, c'est du jour au lendemain, quelque chose est là sur la table, une façon de dire le monde, de parler de l'avenir, par exemple. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture du mot nous renvoie toujours à la relecture du monde. Chaque fois que j'apprends à lire ou à écrire un mot, je fais nécessairement l'exercice de relire le monde. Et la relecture du monde peut signifier une meilleure lecture du monde, ou de la réalité. Freire, moi ce que j'aime et ce que j'ai aimé, c'était le un par un. C'est-à-dire cette façon de dire ce que je fais ici avec 10 personnes, avec 18, ce qu'on fait là dans cette petite école, là, avec 15, ici avec 3 femmes, là avec quelques ouvriers, va avoir un impact terrible sur les 160 millions qui vivent ailleurs. Et c'est l'impression qu'on a ici quand on fait, comme moi ou d'autres travaillons avec 15 personnes et qu'on réussit d'un coup à ou à enfoncer une porte ou à briser une fenêtre, on a l'impression que du jour au lendemain, on ne parle plus de la même façon. On n'ose plus parler des chômeurs de la même façon, on n'ose plus parler des gens en mal-être de la même façon, les politiques reculent et quelque chose a changé. Paulo Freire, c'est aujourd'hui pour des millions de gens dans le monde l'incarnation d'un espoir. L'espoir que la culture ne soit pas réservée à une minorité, que l'accès à la langue soit possible pour tous, et par l'accès à la langue, l'accès à un autre statut, au statut de sujet qui comprend le monde et qui peut changer le monde. C'est une immense utopie, comme disait Paulo Freire, mais il ajoutait aussi la plus grande utopie, c'est de penser qu'on peut se passer d'utopie. Les personnes comme Paulo Freire ne meurent pas, elles deviennent invisibles. Surtout son exemple, parce que nous disons en espagnol qu'il vaut mieux un exemple qu'une centaine de sermons. Donc, son exemple demeure. Lettre 0.